Bonjour à tous les fans et amateurs de boxe au Québec, à Montréal, au Canada et partout où on va nous écouter aujourd'hui. On se prépare pour une émission de boxe revue de l'année 2023. On a un spécialiste, le spécialiste, je dirais, l'expert de boxe ici au Québec, Jeff Jeffrey. Salut, ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Très bien, merci. Écoute, on va commencer l'émission avec ta revue. On a travaillé notre concept questions-réponses. Absolument, absolument. On veut des réponses avec du punch, mon On va Jeff. en avoir, ça, c'est sans aucun doute. On va commencer tout de suite parce qu'on en a quand même quelques-uns. On commence à l'international, la revue de la boxe internationale. On va commencer par le combat de l'année. Il y a des finalistes, Luis Neri contre Azat Abanesian, Subriel Mathias contre Jeremiah Pons, le Fighting Cowboy Emmanuel Navarrete contre Oscar Valdez. Mais moi, j'ai arrêté mon choix sur Jamie Munguia, ancien champion du monde de la WBO des 154 livres, des super mi-moyens, qui avait détruit Saddam Ali pour le titre en 2018, qui, Ali, avait battu Miguel Angel Cotto, le légendaire Miguel Angel Cotto, en 2017, au Madison Square Garden. Il affrontait Sergei Derevchenko, qui est un Ukrainien. Un Ukrainien, vraiment, c'est des guerriers incroyables. Lui qui avait fait un combat, qui avait donné tout un combat à Gennady Golovkin en 2019, le titre vacant de la IBF des moyens. C'est un gars qui tombe pas. C'est un gars que plus tu frappes, c'est comme l'acier. Il va venir rouge, il va venir fort, il va te revenir encore plus fort sur toi en offensive. C'était vraiment une véritable bataille de tranchées. Je pense que Derevchenko a gagné le combat. Il a chuté au 12e round, mais il a contrôlé Munguia. Munguia était très, très puissant. Vraiment, terrassait tout le monde à 154 livres. À 168, il était un petit peu moins puissant, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. On y a donné, moi, je n'y ai pas donné, mais tout le monde a gagné dans cette optique-là. C'était le combat de l'année, puis c'est à voir, bien entendu. Bon, toujours en restant dans le domaine de la scène internationale, le boxeur de l'année, Jeff, selon toi? Sans aucun doute, Terence Bud Crawford, 40 victoires, aucune défaite, 31 knockouts. C'est ex-champion incontesté des 140 livres. Il a remporté tous les titres aux 140 livres, WBO, WBA, IBF, WBC. Il est allé se battre cet été contre Errol Spence. Errol Spence, qui est un excellent gaucher, qui possédait les titres WBC, WBA, IBF des 145 livres. Bud Crawford avait la version WBO. C'était un combat qui était supposé être serré. Mais Terence Crawford est le boxeur le plus complet que j'ai vu depuis Marvin Hagler, le grand Marvin Hagler, un des plus grands champions des poids moyens de l'histoire, champion des poids moyens de 1980 à 87. On sait qu'est-ce qui s'est passé là. Crawford est un switch hitter, qu'on dit dans le terme, c'est-à-dire qu'il est capable d'alterner entre gaucher puis droitier. On dit gaucher, mais il est capable d'alterner entre les deux, ce qui devient extrêmement difficile à anticiper. Il est capable de te coincer dans les coins et tu vas y rester dans les coins une fois que tu étais pogné là. On attendait un combat serré avec Errol Spence. Il a passé par-dessus Errol Spence comme si c'était un camion, un 10 roues. C'était même pas serré, ce qui fait de lui qui a prouvé sa dominance dans la liste des meilleurs livres pour livre, d'après moi. Terence Bud Crawford, champion incontesté maintenant dans 2 catégories, il avait les 4 titres. Et c'est lui, pour moi, le boxeur de l'année. Bon, continuons avec le KO de l'année. Le KO de l'année, c'est quelque chose de particulier. Lorenzo Medina contre Joshua Temple, c'était en sous-carte de Jake Paul contre André Auguste la semaine passée. J'ai jamais vu une chose comme ça, sauf que quand j'ai vu Simiso Buthelezi en 2022, Simiso Buthelezi qui a malheureusement perdu la vie, lui, il frappait, on le voyait frapper, mais il continuait à frapper vers l'arbitre. En suivant l'arbitre, il n'était plus là du tout. Puis quelques jours après, il est mort de ce combat-là. On ne souhaite pas ça, bien entendu, à Joshua Temple. Joshua Temple s'est fait passer le knockout. C'est ça qui est particulier, là. On en a parlé au téléphone pour moi, Denis, après-midi. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est qu'il passe un knockout, mais c'est Joshua Temple qui perd le combat, mais qui célèbre comme s'il l'avait gagné. Il a tellement absorbé de coups qu'il est rendu dans une réalité parallèle qui est vraiment déconnectée de la réalité. C'est à ce point-là que la boxe est dangereuse. C'est pas un sport pour moi, c'est une discipline de combat. On joue pas à la boxe. Je souhaite de tout cœur qu'il est correct aujourd'hui, qu'il s'en est remis. Lorenzo Medina le regardait en me disant « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire là? » Mais Joshua Temple était convaincu qu'il avait gagné le combat quand il venait de se faire sortir. C'est à ce point-là que c'est dangereux.
Écoute, c'est terrible de voir des images comme ça, mais Absolument. c'est la réalité de la boxe, comme tu dis. Le quatrième point, Jeff, le upset, qu'est-ce qui a bouleversé, secoué le monde de la boxe? C'est vraiment dur de passer outre qu'est-ce qui s'est passé le 27 octobre dernier quand Tyson Fury, le champion de WBC des lourds, s'est fait mettre à terre par Francis Ngannou, ancien champion des lourds de la UFC, mais qui n'a aucune expérience en boxe, mis à part l'exhibition qu'il a faite en 2015 avec Carlos Takam. C'était supposé être une formalité pour Tyson Fury pour montrer que la boxe est supérieure à n'importe n'importe quoi qui veut embarquer dans le ring avec le supposé grand Tyson Fury. C'était un peu humiliant pour lui. Il a gagné le combat, mais en visitant le plancher de cette façon-là contre une personne qui a peu ou pas d'expérience de boxe, autant amateur que professionnel, c'était humiliant pour la boxe. Vraiment, Tyson Fury a montré qu'il était à ce point-là vulnérable, qu'il ne mérite pas d'être dans la liste des meilleurs livres pour livre. Il y a aussi Ismael Barroso contre Rolly Romero. Barroso a déjà une victoire contre Ivulis ici. On connaît bien ça. 24 victoires, maintenant rendu à 4 défaites, une nulle, 22 knockouts, un gaucher qui dominait le combat. Il a chuté brièvement au 8e round. Il a fait chuter Romero plus tôt dans le combat. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Romero a frappé dans le vide par-dessus lui. Et Tony Weeks, l'arbitre, a arrêté le combat en disant que Barroso n'était pas capable de continuer quand il ne se faisait même pas frapper. C'était honteux. OK, il est tombé un petit peu au début du round, mais c'est lui qui avait tout de suite retrouvé le contrôle du combat. Donc, Tony Weeks, c'est lui qui a passé le knockout à Ismael Barroso. Donc, c'était un vol en plein jour. C'est à ce point-là que la boxe est corrompue. Ça a fait vraiment mal. On en parle encore aujourd'hui. Pour terminer notre première ronde de la scène internationale, le segment, qu'est-ce qui a surveillé en 2024? Bien, c'est les combats qu'on attend. Tyson Fury, Alexander Usyk, ça serait intéressant, mais peut-être après moi, si Arthur Beterbiev bat Callum Smith à Québec le 13 janvier prochain, on va se rapprocher, d'après moi, d'un combat avec Dimitri Bivol pour l'ultime unification des 4 titres des mi-lourds. Arthur Beterbiev en a 3. Il a battu Joe Smith pour la 3e ceinture en juin 2022, on s'en souvient. Le Irish Beast au 2e round. Arthur Beterbiev doit affronter Dimitri Bivol, lui qui se sauve un peu, lui qui a la version WBA des mi-lourds. Mais je pense qu'avec la montée en puissance de l'Arabie Saoudite en boxe, l'argent va être suffisant mis sur la table. Il va y avoir des piles d'argent pour que ce combat-là arrive. Je pense que les fans vont être servis. Je m'attends à ce qu'on voit Beterbiev contre Bivol en 2024. Puis toi aussi, d'ailleurs. Pour le fan de boxe que je suis, j'en attends de la boxe. Je pense que 2024, ça va être une bonne année pour la boxe et sa noblesse qui va... Écoute, ding, 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 on est au 2e round. Déjà? On passe, écoute, le tempo du premier round est bien rentré. On va aller côté de la boxe féminine à l'international. La boxe féminine, depuis 5-6 ans maintenant, qui est en pleine effervescence. On cherche la parité avec les hommes. Le combat de l'année chez les femmes, la grande Amanda Serrano, 46 victoires, 2 défaites seulement, une nulle, 30 knockouts. Ouais. Elle qui poursuit le record de Christy Martin, qui a 49 victoires, 7 défaites, 3 nuls, 42 knockouts. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est de se rendre, de battre le record de la grande Christy Martin. Bien entendu, elle a eu un combat incroyable contre Erika Cruz. Erika Cruz qui a battu 2 fois ici Jelena Mirjanovic, qui est la première championne unifiée de l'histoire du Canada. Une grande boxeuse, une des plus grandes boxeuses au monde de Air River, au territoire du Nord-Ouest. C'était un combat incroyable. On a envoyé quelque chose comme 1000 coups chacun d'un côté, d'un bord et l'autre. C'était de la bonne boxe, de la bonne qualité. Et en même temps, il faut dire que Erika Cruz est revenue championne tout de suite après. Ça prouve à quel point qu'elle est très bonne comme boxeuse. C'est aussi une policière dans la ville de Mexico City. Donc, une boxeur gauchère, tout comme Amanda Serrano. Ça nous amène tout de suite à la boxeuse de l'année, qui est la même, Amanda Serrano. Amanda Serrano, pourquoi boxeuse de l'année? Pas juste à cause de ses performances. Je dirais à cause de le message qu'elle est en train de lancer. Elle avait les 4 titres majeurs des poids plumes. Elle qui a 13 titres majeurs en 6 catégories. Elle a laissé celui de la WBC vacant parce que la WBC ne veut pas sanctionner des combats de 3 rounds pour les femmes et des championnats de 12 rounds pour les femmes. C'était encore limité à 10 rounds. La WBC ne veut pas suivre à cause de la docteure Mario Cho qui a prouvé il y a quelques années que la densité musculaire des femmes était moindre que les hommes.
et que les femmes sont 162 moins puissantes qu'un homme, selon l'université UCLA aux États-Unis. Okay. Donc, on essaie de protéger les femmes, selon l'argument de l'UBC. Pour questionner Amanda Serrano, c'est la parité. Elle veut les mêmes rounds que les hommes, les mêmes rounds de championnat, le même temps de 3 minutes pour démontrer qu'est-ce que les femmes sont capables de faire. Ce qu'elle va y arriver, c'est sans doute la meilleure ambassadrice présentement pour pouvoir porter ce drapeau-là. Et elle va se battre contre Nina Minky pour un 12 rounds de 3 minutes. Elle qui vient de battre Daniela Ramos pour un 12 rounds de 3 minutes. Amanda Serrano veut aussi battre le record de Christy Martin, comme je l'ai dit. C'est une grande ambassadrice, Denis. La question numéro 3, parce qu'on est allé à cheval un peu sur la question numéro 1 et la numéro 2 qui étaient la même candidate. Exactement. Sur la scène féminine, le KO. Passé en 2023. C'était Ulisa Alejandra Guzman contre Ramla Ali, le premier combat. Ouais. Ramla Ali est une grande vedette. C'est la première boxeuse de l'histoire de la Somalie en Afrique, bien entendu, qui sort, qui émerge de ce pays-là, qui a été en trouble pendant des années. Et c'est une grande vedette dans l'histoire de la boxe présentement en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a des grands boxeurs présentement, autant des femmes chez les hommes. Jessica, comment je pourrais dire, Savannah Marshall est une grande boxeuse aussi qui vient d'Angleterre. Ramla Ali s'attendait à gagner ce combat-là sans trop de problèmes, mais Ulisa Guzman a lancé un crochet de gauche qui est sorti de l'enfer, qui l'a étendu à terre. Et Ramla Ali elle a gagné la revanche, donc elle s'est vengée, donc elle a effacé ce faux pas-là, mais c'était tout un knockout. C'est plus rare chez les femmes, comme je l'ai expliqué, mais quand il y a des knockouts, c'est des gros knockouts. Pour de vrai, c'était quelque chose à voir. C'est vraiment excitant. Bouleversement, les upsets côté féminin international? Le upset féminin, ou bouleversement, est autant international que canadien, à mon sens. C'est Kim Clavel qui a perdu contre Evelyn Bermudez. Ouais. Je devrais dire, attention, s'est fait voler contre Evelyn Bermudez. J'ai couvert le combat. Et dans tous les journalistes qu'on regardait le combat, j'en avais 2 à côté de moi qui étaient 2 d'Argentine et 1 du Mexique. Tout le monde donnait le combat à Kim Clavel. J'avais 98-92. C'était un vol en plein jour. Ici, c'est possible. Des vols, c'est partout. Mais c'est indécent. Kim Clavel, elle a fait un combat parfait. Elle devrait être championne unifiée. Elle qui a été championne de l'UBC des Mimouches. Mais c'était pour les titres WBO et IBF des Mimouches d'Evelyn Bermudez, qui est 2 fois championne unifiée de la catégorie. C'est pour prouver à quel point ça prouve à quel point, que Kim Clavel est une bonne boxeuse, est une excellente boxeuse. C'est fait voler vraiment. Moi, je m'attendais. Mon tweet était prêt, mon article était prêt. J'étais sur le choc quand c'est arrivé. Imaginez-vous le choc qu'elle a eu. Ça battait le combat Sandy Ryan, Jessica McCaskill. Ça l'a vraiment découragé parce que à la boxe, c'est le même. C'est comme ça, c'est pas comme le hockey. Le hockey, tu gagnes 3-0, c'est 3-0. Il n'y a pas 3 juges ou 2 juges qui viennent te dire que tu n'as pas gagné. Kim Clavel était certaine de sa victoire, puis il y a 2 juges qui ont décidé non, c'est pas assez. Il y a un juge qui avait comme moi 98-92. Luciane Boutet avait 98-92. La grande Jessica Bob, une grande boxeuse de l'histoire argentine, grande légende, a écrit à Kim Clavel en disant « Tu as gagné le combat, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. » Le père de Seniesa Estrada, une grande vedette de la boxe féminine, a écrit à Kim Clavel en disant « Tu as gagné le combat, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. » Et ça a été le vol de l'année pour moi. Je pense que pour le combat de Kim Clavel, il y aura des... beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire, mais il y aura aussi, j'espère, pour le fan du Québec, qu'il y aura un genre de consensus là, pour qu'on puisse savoir l'histoire derrière tout ce camouflage-là. C'est qu'est-ce que les juges favorisent. Ouais. Comment que les juges jugent un combat, parce que c'est pas une science exacte. Non. C'est toujours une question d'interprétation, de positionnement. Pourquoi le juge l'a vu d'une telle façon? Et pourquoi l'autre l'a vu d'une telle façon? Pourquoi nous l'avons vu d'une telle façon? Moi, j'avais discuté avec une 60aine de personnes au centre, à la place Belle, ce soir-là, à Laval. Tout le monde donnait le combat à Kim. Les gens qui l'ont vu à RDS la semaine suivante, tout le monde donnait le combat à Kim. On comprend mal qu'est-ce qui s'est passé. La personne la plus surprise dans la place Belle ce soir-là, c'était Evelyn Bermudez. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de vols à la boxe. Et même le grand Lennox Lewis me dit, tu ne sais même pas à quel point que cette discipline-là est corrompue. J'espère voir Kim Clavel beaucoup plus souvent en 2024. J'espère qu'on va la mettre... Elle a besoin de revenir vite. Il faut passer à une autre étape. Je sais que c'est pas facile, mais elle a le talent pour être championne unifiée. Et j'espère qu'on va la revoir parce que c'est une boxeuse vraiment excitante à voir dans le ring.
Ding, 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 on est déjà rendu au 3e round. On est au 3e round, Colin. Wow! Ça avance vite. Écoute, pour la boxe féminine au Canada, Écoute, on est rendu là. On a du choix. Le combat de l'année, on va commencer par celui-là, la grande Amanda Gall à Toronto qui affrontait Niorkis Carreno. Niorkis Carreno qui a challengé 3 fois pour les championnats du monde. Attention, regardez ça. C'était 24 victoires, 3 défaites, 19 knockouts pour Carreno, qui c'est plus rare, les knockouts chez les femmes, mais elle frappe comme un camion. Et elle l'a prouvé dans le combat. Amanda Gall a été 2 fois championne amateur du Canada et 4 fois championne ringside chez les amateurs. Et sa meilleure victoire chez les professionnels était contre Lorena Cruz Aspuro, qui avait 4 victoires, 2 défaites. Et elle affrontait maintenant une boxeuse qui avait 24, 3 défaites. C'était un gros step-up, Denis. Un énorme step-up, puis elle a failli l'échapper. Elle commence 2 bons rounds. En départ, elle contrôle avec le jab, les jabs au corps, les jabs au visage, se déplace très bien à droite à gauche, ne laisse pas Carreno avancer sur elle avec sa puissance, ne laisse pas se setter, mettre ses pieds ancrés pour qu'elle puisse enchaîner en combinaison. Elle a failli l'échapper au 7e, 8e, 9e round, et si elle perdait le 10e, elle perdait le combat. Amanda Gall a réussi à se rallier, à revenir avec des jabs rapides, des combinaisons rapides. Hit and run, comme on dit. Sors, rentre. Échange pas avec ta rivale. Et elle a gagné le 10e, qui était fatidique. Elle a gagné le combat, selon moi, 96-94. Un excellent combat à Toronto. J'en ai d'ailleurs félicité à Amanda Gall elle-même et Lee Baxter, le promoteur là-bas, qui fait un travail incroyable. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs au Canada. Ouais. Souvent, on oublie ça. Ouais. C'est un pays. C'est comme ça. Il y a de la bonne boxe. Il y a de la bonne boxe, puis c'est... J'ai hâte que la boxe locale soit beaucoup plus à l'avant parce que je trouve qu'il y a des boxeurs très, très, très... il y a non seulement l'histoire du boxeur qui est... puis sa fiche, puis il y a l'histoire du boxeur aussi derrière. L'homme ou la femme. Exactement. Écoute, on a appris avec le COVID à aller apprendre un petit peu en arrière des athlètes. Puis de Kim Clavel avec son emploi. Kim Clavel qui est retournée infirmière pour lutter contre la COVID quand elle n'avait pas à le faire. On a de la bonne boxe au Québec, puis je pense qu'il va falloir que les promoteurs, ça parle, puis qu'on se mette des bons combats. C'est un excellent point. C'est le fan de boxe qu'il faut satisfaire en premier, avant de satisfaire tout le reste. Ses intérêts personnels. Mon rêve, je pense que le rêve de tous les fans ici, c'est que les promotions travaillent ensemble pour finalement revenir avec un 40 000 personnes au stade olympique quand on a présenté Roberto Duran contre Sugar Ray Leonard en 80. Revenir avec ce fantasme-là, c'est un fantasme boxe, bien entendu. Et si les promotions travaillent ensemble, je pense qu'au Québec, personne ne peut arrêter. Mais depuis que je suis la boxe avec mon père tout haut comme ça, je trouve que la boxe au Québec, on a fait des champions. Ça, c'est indéniable. Mais le fan de boxe a été servi quand il y avait la boxe locale, la famille Hilton, Stéphane Ouellet. Oui, bien, ça, c'est certain. On a bâti la boxe internationale. On a bâti la boxe internationale avec la rivalité Hilton-Ouellet, les 3 combats qu'il y a eu de 98 à 2000. Et ensuite, l'année suivante, en 2001, quand Éric Lucas a soulevé le Centre Bell avec son knockout sur Glenn Catley. Donc, on y a vraiment cru quand Éric Lucas est devenu champion de l'UBC des super moyens, un titre que Canelo possède aujourd'hui. On a cru qu'on pouvait développer des champions. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des David Lemieux, Jean Pascal, Luciane Boutet. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Kim Clavel, d'ailleurs. Oscar Rivas, c'est le premier champion de l'histoire de la nouvelle catégorie des Bridgerweight en 2021. On y vient. Ça m'a bien à ma boxeuse de l'année. Je pense vraiment que... On a dégoûté un peu. C'est pas grave. Vas-y, reprends le fil. Je pense vraiment que c'est encore Kim Clavel qui a fait tout un combat en début d'année contre Jessica Neri-Plata. Ça pouvait aller un bord comme de l'autre. Elle a perdu son titre en unification de l'UBC et de l'UBA. Mais moi, je l'avais pour Clavel, mais c'est pas incongru de penser que Plata l'avait gagné. Et avec le vol qu'elle a eu contre Evelyne Bermudez, pensez-y bien, là, une seconde à la maison. Là. Si elle gagnait contre Plata, contre plusieurs pensent qu'elle l'a fait, puis elle s'est fait voler contre Evelyne Bermudez, Kim Clavel devrait avoir les 4 titres incontestés des mi-mouches de sa catégorie. Donc, elle est de calibre international. Elle est de calibre légende, pas au niveau juste canadien, au niveau boxe féminine et boxe tout court. Donc, c'est ma boxeuse de l'année. Et on en vient, bien entendu, à un autre point.
Le KO de l'année. Oh! C'était pas... Parce que ça joue un peu contre une boxeuse que j'aime beaucoup. Jessica Camara qui a affronté Carlos Ramos Zamora, qui a 11 victoires, 10 défaites, 4 nuls, mais il ne faut pas se fier aux fiches des... 4 nuls. 4 knockouts, excusez-moi. Pas se fier aux fiches. Là. Chez les femmes, les meilleurs affrontent les meilleurs. Ça ne s'évite pas comme chez les hommes. Il n'y a pas autant de politique. On veut se prouver. On veut prouver qu'on est capable de faire autant que les hommes. Donc, ça, c'est chapeau pour eux autres parce que les meilleurs affrontent les meilleurs constamment. Jessica Camara l'a shooté au 4e round. Et écoute, elle est revenue en fin d'année avec une victoire contre Estafia Orozco Oliva. Donc, tant mieux pour elle. On l'appelle la Cobra. Mais au 4e round, elle a chuté avec un knockout absolument percutant ici à la Place Belle. Donc, c'était un gros knockout. Le 4e point, on va revenir. Bouleversement de l'année. On vient d'en parler. C'est autant au niveau canadien qu'international. Je pense que tout le monde a eu le souffle coupé dans ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Pas juste Yvon Michel, pas juste Stéphane Larouche, Daniel Bouchard. Tout le monde qui connaît et qui a vu le combat, on n'en revient pas. Puis je pense que c'est autant pire que qu'est-ce que Éric Lucas a vécu face à Marcus Bayer en 2003. On en parle encore 20 ans après. Qu'est-ce qui est arrivé, le fameux vol allemand. Donc, je pense qu'on va en parler encore longtemps de qu'est-ce qui est arrivé à Kim Clavel. En tout cas, Kim, lâche pas. On veut te revoir cette année. Absolument. Reviens en force. Bon, on est-tu rendu ding à notre 4e round? Ah, ben attends, faut parler de la boxeuse à surveiller pour 2024. Ça va être Amanda Gall, qui vient de tomber championne IBO, qui n'est pas un titre majeur, mais qui est un titre tremplin vers les 4 associations majeures, qui est WBA, WBC, IBF et WBO. Mais sa victoire contre Niorkis Carreno, qui est une boxeuse absolument dangereuse, la propulse dans certains des meilleurs au monde. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Lee Baxter, Toronto, elle a déjà boxé ici en mars dernier en sous-carte de Michael Efford contre Jean-Pascal, quand Jean-Pascal s'est incliné contre Efford. Donc, j'espère voir Amanda Gall performer aussi au Québec et à travers le Canada, à travers le monde. Une excellente boxeuse. Très, très intéressante d'avoir allé. Bon, mon moment préféré du review de 2023, j'ai très hâte que tu me parles de ma boxe nationale. Boxe canadienne, oui. Mes Canadiens, mes boxeurs canadiens cette année qu'on va voir à l'action. Combat de l'année, on va commencer par celui-là. Christian Solide Mbili, 25 victoires, aucune défaite, 21 knockouts. C'est quelque chose qui a affronté Carlos Gongora, 22 victoires, maintenant 2 défaites, 17 knockouts. C'était un top 10, Carlos Gongora. Carlos Gongora qui faisait partie de l'élite. C'était un combat qui est absolument stupéfiant. Dans le 8e round, Gongora est dangereux n'importe quand. Pas juste dans les 3 premiers rounds quand il est un puncher. Il est dangereux aussi dans des rounds de championnat. Et le 8e round a été fatidique pour Mbili qui a failli l'échapper. Gongora est rentré avec des combinaisons d'uppercut. On pensait que c'était fini, que Mbili allait tomber à un certain moment donné. Mbili a prouvé sa force de caractère, sa volonté. Ça s'apprend pas. Tu peux apprendre à boxer, tu peux apprendre les techniques, tu peux apprendre à envoyer un crochet, tu peux apprendre à déplacer les ces choses-là. Mais le cœur, le courage, tu l'as ou tu ne l'as pas. La façon que tu vas savoir que tu l'as, c'est quand tu vas faire face à l'adversité dans le ring. Et Mbili a fait face à l'adversité, passait proche de perdre par knockout, de chuter. Il est revenu dans le même round pour pouvoir ébranler Gongora. C'est le round de l'année et c'est nominé parmi non seulement le meilleur combat sur la scène canadienne, mais c'était dans ma liste pour meilleur combat de l'année. Christian Mbili, Carlos Gongora, présenté par Eve Tiger Management. Allez regarder ça, vous n'allez pas être déçus. Non. Absolument pas. Il y a une grosse année qui s'en vient pour Mbili. Bon, le boxeur de l'année sur la scène canadienne? J'en ai 2. Je vais commencer par celui qui m'a vraiment impressionné, que je n'ai pas vu arriver. C'est Jean-Michel Poulain, à 40 ans, qui a 9 victoires, 1 défaite, 3 nuls, 2 knockouts, qui a passé le knockout à Kevin Menoche, qui avait 7 victoires, aucune défaite, 5 knockouts, qui était une vedette de New Era Promotion. C'était pour le titre canadien des moyens. On voyait Menoche comme gagnant d'avance. Jean-Michel, c'était de la bonne expérience. Lui qui a déjà eu des victoires surprises chez les amateurs contre bien sûr Vincent Thibault et Clovis Drolet. Ouais. Donc, on ne s'attendait pas à ce que Jean-Michel Poulain revienne de cette façon-là. Lui qui n'avait pas boxé non plus de 2019 à 2023. Il n'avait pas boxé. L'histoire Cinderella, moi. J'étais au MTLUS, c'était... On adore les histoires Cendrillon. 40 ans, revenir de cette façon-là. Surtout, moi, je l'avais vu chuter contre Shane Upshaw
à Repentigny, en 2015, il s'est fait passer le knockout d'une façon absolument violente au deuxième round. Il pleurait du sang. Le sang, il sortait comme des yeux, comme Evander Johnson en 2004. Il est passé à côté de moi. J'avais juste envie de le prendre dans mes bras. Puis de revenir de ce genre je ne dis pas d'échec, mais de situation vraiment difficile, puis regagner le championnat canadien dans une performance inspirée. Assez rapidement dans son retour. Oui, là. absolument. Ça s'est fait vite, là. Donc, Jean-Michel Poulain, à 40 ans, peut espérer, puis là, il est vraiment en forme. Là. Il y a eu des années un peu wild. C'était un gars de party à un moment donné. Il est revenu en shape avec les cheveux longs. C'est comme un sexy Tarzan. C'est... Avec le Viking. Le Viking. Mais on regarde ça, puis on peut espérer. On ne l'a pas vu venir comme Jacob Menoche, il a gagné. Puis on s'attend à une grosse année pour lui. Il va affronter, bien entendu, en début d'année. On va en reparler dans quelques instants. On vendra pas en mèche tout de suite. Dans quelques instants. On va vite un peu, là. Il veut passer le KO tout de suite à la revue. Là. Oh my God. Fait que, écoute, on est rendu à l'autre question. Le KO de l'année sur la scène canadienne? C'est un KO particulier. C'est Iman Katayev, qui est un genre de sosie de Arthur Beterbiev. Lui ici, il vient de Tchétchénie. Et les gens de Tchétchénie, c'est des guerriers nés. Ils ont, le conflit avec la Russie dure longtemps. Ils ont été élevés sur le champ de bataille. Et Katayev a été vraiment impitoyable comme David Benitez. Il l'a expédié hors du ring. Chose qu'on ne voit pas souvent au Québec. On a vu que Shannon Briggs faire ça à Sergei Lakovic en 2006. Joe Smith l'a fait contre Eleider Alvarez et Bernard Hopkins, Joe Smith qui est devenu champion de WBO des Milo en 2021. Et il y en a d'autres boxeurs qui ont réussi ce fait-là. Mais de voir quelqu'un d'être expédié hors du ring, Oleg Maskayev l'a fait contre Hassan Rahman dans le knockout de l'année en passant en 99. Allez voir ça. Mais c'est inquiétant. Mais à son crédit, David Benitez revient dans le ring. Et Iman Katayev le termine. Donc, c'était pour moi le knockout de l'année. Et vraiment, honnêtement, Iman Katayev a suivi cette carrière-là. Il va boxer en sous-carte de Beterbiev contre Callum Smith à Québec. Un boxeur à surveiller. Je pense que tu avais un deuxième candidat aussi, ça se peut-tu? Pour le boxeur de l'année, il faut que je dise, je reviens une catégorie en haut, le Dragon Steve Claggett s'en vient très impressionnant. Lui qui a lancé un message qui a 37 victoires, 7 défaites, 2 nuls, 25 knockouts. Lui, il a lancé quelque chose d'inspirant comme message. Il dit, c'est pas parce que tu as 7 défaites dans la boxe que tu peux pas espérer devenir champion du monde. Parce qu'aujourd'hui, en boxe, surtout masculine, depuis l'époque Mike Tyson, on protège nos fiches. On veut donner une impression qu'on est invincible. C'est important de protéger notre zéro. Puis ça, c'est fatigant. C'est très fatigant pour un fan de boxe. Je m'excuse, là, ça, c'est de voir nos boxeurs grandir avec des fiches parfaites. C'est vraiment cool. Parce qu'on voit pas les combats qu'on veut voir. Ben, je trouve que les adversaires sont pas toujours à la hauteur de nos boxeurs. Je pense que ça vient avec une vision qui a été établie au Québec dans les dernières années. Mais le fan de boxe en a souffert de ces Il en a souffert. Et Claggett a eu toute une année. Il a gagné contre Miguel Maduano qui a 30 victoires. 2 défaites maintenant, 28 knockouts. Il a gagné contre Albert La Machette Machado, un ancien champion de l'UBA, des super plumes. Il a terrassé Raphaël Guzman. Il gagne contre des bons boxeurs, des boxeurs établis. Il a 34 ans, mais il boxe comme s'il en avait 24. Donc, ça me fait penser à l'histoire de Jean-Michel Poulain aussi. C'est exactement ça. C'est des gens qui disent 34 ans, il commence à vieillir, il y a eu beaucoup de combats, il y a 7 défaites. Mais il est motivé, il a faim, il veut manger les bandes, puis ça se respecte. C'est des histoires à la Rocky. Ouais. Des histoires que les gens comme toi et moi, on peut s'inspirer. Les fans de boxe, ça nous inspire, ça nous fait bouger. C'est ça, c'est pour la raison qu'on suit cette discipline. Oui, exactement. Écoute, le bouleversement de l'année, le upset sur la scène nationale? C'est sans contredit le 2 février, au début de l'année, Yves Ulysse Junior, qui était pressenti pour succéder à Jean Pascal comme le boxeur le plus talentueux de l'histoire du Canada. Aussi, il allait briller à l'international. Lui qui a déjà vaincu des boxeurs internationaux comme Cletus Sedin dans une performance parfaite. Il a tous les talents. Il y a tout un jeu de pied incroyable, des mains rapides, une vision du ring, une connaissance de où il se trouve dans le ring à tout moment. Contre-attaquant, attaquant, boxeur d'une défensive imparable.
Il a perdu en 52 secondes contre Gabriel Golas Valenzuela. 52 secondes, personne n'a pu s'attendre à une performance comme ça. On s'attendait qu'il gagne, bien sûr, mais pas qu'il perde en 52 secondes. Gabriel Golas Valenzuela est maintenant dans le top 10. Et Ismael Barroso s'est fait voler le titre WBA contre Oli Romero. Plus tôt cette année, j'en ai parlé dans le Upset of the Year, bouleversement de l'année à l'international. Mais Ulysse avait levé le pied contre Barroso en 2019. Il l'avait battu, on voulait, mais il a perdu la décision. Il avait le pied dans le 10, 12, 11 et 12e round. Il ne fait jamais ça. De Lahoya a fait la même erreur contre Trinidad et contre Floyd Mayweather Jr. Donc, c'était pour prouver à quel point Ulysse était de calibre international. Lui qui avait humilié Mathieu Germain dans le corridor pendant la pandémie. Au 7e round, il l'avait sorti. Donc, c'était une grosse défaite. Une défaite qui a eu il a pris sa retraite à cause de ça. C'était win or go home. Si je ne gagne pas, ben je me retire. Donc, c'était le bouleversement de l'année sur la scène canadienne, Denis, d'après moi. Pour terminer notre bilan, ton bilan 2023 de la revue de la scène de la boxe, le boxeur à surveiller en 2024. C'est pour moi la réincarnation de Jack Dempsey, ancien champion de Modelo. Ryan Rozicki d'Halifax, qui a maintenant 20 victoires, une seule défaite, 19 knockouts, 17 dans les 3 premiers rounds. Oh. C'est un monstre. Lui qui est arrivé à un adversaire de remplacement en 2021. Quand le titre WBC des Bridgerweight, des super lourds légers, a été créé, on a opposé Oscar Rivas contre Ryan Rozicki. Au début, c'était supposé être Brian Jennings, un adversaire de 8 jours de remplacement. Ryan Rozicki dit OK, moi, il est arrivé un petit peu comme l'attitude des Russes en 72 au hockey. Je suis ici pour apprendre. Il est arrivé avec cette attitude-là, puis on ne l'a pas vu venir. Il se transforme en Jack Dempsey. C'est un gars dans le ring qui frappe en combinaison, qui va sur toi, qui est capable de prendre énormément de coups et d'en absorber et de t'en donner. Tu le vois dans le visage, il n'a pas peur de te faire mal. Il va à la guerre, il a l'air méchant, il a l'air. Il est hargneux, il est déterminé, et il se bat comme Jack Dempsey, ancien champion du monde des lourds. Puis Oscar Rivas, moi j'en ai parlé à Rivas qui a gagné le combat, mais ça a été serré. Il a dit, mon Dieu, je me suis jamais fait brasser comme ça. Ce gars-là a des mains vraiment de pierre. Donc, on regarde ce qui se passe chez les Bridgerweight maintenant que la WBA s'est joint au mouvement de créer une autre ceinture. Donc, il y a 2 ceintures dans la nouvelle catégorie, la 18e catégorie. Puis Ryan Rozicki a mis tout le monde au défi. Là. Moi, je veux me battre contre Lucas Roszanski, contre n'importe qui a la ceinture, contre si Alan Babic, ce sera Alan Babic, n'importe qui veut se mettre devant moi. C'est Badou Jack qui vient dans la catégorie. Badou Jack, selon moi, qui s'est fait voler une victoire contre Jean-Pascal, qui est un ancien champion du monde de la WBC des super moyens. Ils viennent de battre cette année Ilunga Magabu pour le titre WBC des Cruiserweight. On ne l'a pas vu venir. Puis c'est Badou Jack, ça sera Badou Jack. Mais Ryan Rozicki est tellement puissant, tellement hargneux qu'il pourrait faire des vagues. Non seulement au niveau local, mais au niveau international également. Surveillez ce boxeur-là. Jeff, merci pour ce bon bilan-là. C'est moi qui te remercie. Le fan de boxe que je suis et qu'à la maison, on va terminer ça sur cette note. Mais avant de terminer le podcast, Jeff, 2024, toi aussi, je pense que tu vas avoir une grosse année. Tu veux-tu Les médias sont en changement. On en a parlé, Denis, plusieurs fois dans les récentes semaines. J'étais à TVA Sport dans un segment qui s'appelait « Le champ de bataille ». Je remercie encore Jean-Charles Lajoie de m'avoir donné cette opportunité-là. J'ai travaillé avec lui aussi à BPM Sport. Je travaille encore à BPM Sport. Mais là, on veut se lancer dans un gros projet. Un projet que tu vas nous parler. C'est un projet podcast que je pars après la revue de l'année qui va s'appeler « Le point de vue ». Le point de vue. Vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue, Denis a son point de vue. Et tout ce qui est aspect technique, aspect unique, bien sûr, je passe la parole à Denis qui va tout nous expliquer parce que ça va être quelque chose qui n'a jamais été fait avant, qui n'a jamais été présenté avant, totalement original puis totalement innovateur. Je vous présente qu'est-ce qu'il y en est. Denis, si tu peux nous parler du point de vue selon ton point de vue. Bon, ben écoute, là, c'est mon segment à moi. Absolument. Écoute, Jeff, dans le fond, on t'a contacté, on voulait travailler avec toi sur un concept de podcast. Nous, on spécialise dans la réalité virtuelle, dans le contenu immersif. Donc, le podcast Point de vue, qui aura lieu en 2024, il y aura la bande audio pour les balados.
de ton podcast. Il y aura aussi les images du format standard qu'on pourra aller mettre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et tout ça. Mais on va aussi donner la chance aux fans de boxe de venir participer dans tes podcasts. Je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de podcasts pour toi. Il va y avoir plus de projets autour de la boxe que juste des podcasts. On va les invités surprises aussi également. Des invités surprises. Il va y avoir des activités autour de la réalité virtuelle. Aussi, on va instaurer un nouveau concept au Québec pour la boxe qui va être un métaverse. On travaille en collaboration avec New Era en ce moment pour leur offrir un venue qu'on a dans le monde modélisé, si on veut. D'ailleurs, on parlait d'un combat à surveiller que New Era va bien sûr faire la promotion. Jean-Michael Poulain contre Sébastien Bouchard pour le titre canadien des 154 livres, des super mi-moyens. Un combat de rêve. Les deux ont dit oui tout de suite à s'affronter. Et c'est un combat d'ailleurs que je parlais 3 jours avant avec mon meilleur ami Sébastien Gauthier. Ce serait le fun de voir Jean-Michael Poulain dans le ring avec Sébastien Bouchard. Puis c'est pas un combat qui va être facile ni pour un ni pour l'autre. C'est un combat compétitif que le Québec a le droit, que le Québec a, puis on part l'année en force. Là. Il y a une rivalité là, qui vient avec ce combat-là. Mascouche contre Québec. Ben, on va dire Montréal-Québec. Montréal-Québec, oui. Ouais, on peut dire ça. Puis en plus, New Era qui a eu la brillante idée d'aller mettre le combat dans le centre du Québec, à Drummondville. Absolument. Fait que dans les prochaines journées, c'est sûr que tout le monde va être en famille. Il va y avoir des petits contenus qu'on va lancer pour faire la promotion des podcasts de boxe à Jeff. Mais aussi, il y aura une promotion pour New Era et le gala qu'on va filmer en réalité virtuelle et qu'on va offrir aux fans de boxe. Un point de vue parce que le combat, on pourra le voir sur tous les appareils là, possibles. Le cellulaire, l'ordinateur, une télévision intelligente. Mais la partie unique qu'il y aura, c'est qu'on va filmer en réalité virtuelle en 360. Puis le point de vue va être dans le coin des boxeurs. Donc, quand on va visionner le combat, on devient le 4e homme ou femme ou fan sur le ring avec l'arbitre et les 2 combattants. Puis, ça, c'est intéressant, pendant les rounds, on pourra être à côté, justement, du boxeur et de l'entraîneur qui vont donner... Donc, on va entendre les directives, les stratégies. Ça va être un billet unique. On l'appelle le billet qui est souvent le non-access parce qu'on ne peut pas donner ou vendre un billet comme ça à 1000 personnes. Donc, le seul moyen de voir le point de vue de ce combat-là dans le coin, ça va être au travers de la lunette. Wow, absolument. Donc, c'est excitant, ça. Même moi, fan de boxe, je suis très excité. Puis merci aussi à tous nos collaborateurs là, qui nous aident dans ce moment pour créer le contenu, éventuellement aussi faire les combats de boxe. On vous attend. Merci, Jeff. Merci, Denis. Puis 2024, on va se coucher de bonne heure cette année. On va se coucher de bonne heure. T'as du gros punch. Ouais, on va avoir beaucoup de travail, mais on ne travaille pas quand on s'amuse. C'est Confucius qui le dit. On va vraiment s'amuser. Merci à tout le monde. Puis on vous revoit bientôt. Puis soyez à l'affût. Bonne journée.